Dans notre pays, tout le monde a tendance à la main-d'œuvre n'est pas qualifiée. OK. Mais quand les expatriés débarquent ici, mais qui construisent les maisons là, ce sont ces mêmes personnes-là qu'on dit ne pas être qualifiées, qui mettent la peinture là-bas. Ce sont les mêmes personnes qu'on dit que... Ça dit que pour moi, c'est antinomique, c'est contradictoire. Donc le vrai problème, nos compatriotes, les hommes de métier, sont pétris de compétences, pétris de talents. Mais le vrai problème, ces compétences-là ne sont pas scellées, ne sont pas sanctionnées par un titre. Et voilà ce que nous voulons résoudre, c'est tout. C'est valoriser, et comme on a dit, c'est vraiment valoriser l'intégralité de la chaîne. Valoriser le travail de la personne, valoriser la personne et lui donner une certaine fierté sociale. Bienvenue dans Banitox. Bani quoi? Banitox. Banitox? Oh, Banitox Experience. Ah bah voilà, c'est Banitox Experience. Eh bien voilà, bienvenue dans Banitox Experience. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui concerne tous les foyers, toutes les familles, que vous soyez employeur, employé ou en recherche d'emploi. Nous parlerons aujourd'hui de la formation professionnelle. Alors la formation professionnelle, c'est une question qui est aux lèvres de beaucoup de gens aujourd'hui parce que voilà, nous avons vu des deals miniers qui se scellent et tout le monde se pose la question comment est-ce que la jeunesse en particulier et les Congolais en général vont bénéficier de tout ça. Et donc il y a des retombées et aujourd'hui j'ai le plaisir de discuter avec le numéro 1 sur la question, le ministre en personne, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle. Monsieur le ministre, bienvenue sur Banitox. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. Oh, c'est très bien. Monsieur le ministre, pour commencer, nous allons planter le décor pour que les gens comprennent déjà de quoi il s'agit. On se pose généralement la question, c'est quoi la formation professionnelle? Comment est-ce qu'elle est différente de l'éducation nationale? Parce que je veux quand même faire un petit rappel, c'est que le ministère de la formation professionnelle vient d'une session de l'ex-ministère de l'EPSP, qui est l'éducation primaire, secondaire et professionnelle. Pourquoi cette séparation? Pourquoi on a séparé les deux ministères? Ah ben merci. Pour comprendre ça, il faut peut-être remonter. En 2014, lorsque justement cette session-là a eu lieu. Et tout simplement un constat, c'est parti d'un constat qu'il y avait la décadence de la qualité de la main-d'œuvre en République démocratique du Congo. Et il était opportun pour le gouvernement de prendre, je dirais, les taureaux par les cornes pour donner la réponse. Parce que l'éducation nationale, l'enseignement primaire, secondaire, technique, si vous voulez, c'est l'enseignement classique, c'est l'enseignement classique. Et par contre, la formation professionnelle, c'est ce qui vous prépare. Moi, j'aime toujours dire que c'est à cheval entre le monde de l'éducation et le monde du travail. Donc, c'est pour permettre d'acquérir davantage de compétences, alors cette fois-là, plus pratiques, pour œuvrer dans le milieu, dans le monde du travail. Alors, c'est parti de ces constats-là qu'il y avait quand même de plus en plus des employeurs qui se plaignaient ça continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a la main-d'œuvre qui n'est pas trop qualifiée. Donc, il fallait, pour le gouvernement, de prendre des dispositions parce que finalement, c'est la formation professionnelle qui vous prépare à l'employabilité. Exactement. Donc, j'aime toujours dire qu'en un mot, la formation professionnelle, c'est la charnière entre l'éducation et le travail. C'est ça, la formation travail. Mais si on doit le placer dans cette échelle, où est-ce qu'elle se place entre le secondaire, le technique et l'université? Mais justement, ça dit que vous pouvez, au sortir de l'enseignement de base, aujourd'hui ce que nous appelons éducation nationale, autrefois enseignement primaire et secondaire, au sortir de l'université, n'est-ce pas? Oui. Mais juste là, au milieu là, dans les deux milieux là, quand vous sortez de l'éducation nationale, vous renforcez vos compétences pratiques. Quand vous sortez aussi de l'université, vous devez renforcer vos compétences pratiques. Vous verrez pourquoi on parle, par exemple, des stages professionnels. Vous allez prendre un médecin qui a fini, il a fait son cycle, mais on l'oblige à passer par un stage professionnel. Donc, vraiment, nous tournons dans ce que je disais tantôt, c'est vraiment la charnière entre le cycle classique ou universitaire et le monde de l'emploi, si vous voulez. Aujourd'hui, on produit
beaucoup, je dirais même des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de diplômés chaque année. Et l'ambiguïté, c'est que de l'autre côté, on a des diplômés qui finissent, qui disent ne pas avoir d'emploi. Alors que nous voyons qu'il y a des besoins en métier. Parce qu'aujourd'hui, le pays, c'est un chantier. Nous sommes en train de signer des partenariats stratégiques ici et là, y compris avec des Américains. Où se trouve la rupture? La rupture, moi j'appelle ça la malformation congénitale. Elle est partie peut-être de l'indépendance, où on en a cru ne peut être valorisé dans la société que quelqu'un qui a des grands diplômes, comme vous et moi, que quelqu'un qui a de thèses, de doctorats. Ce n'est pas mauvais, parce que c'est pas mauvais. Nous devons avoir une population bien formée, mais ça doit être dans la diversité. Malheureusement, chez nous, la situation a commencé à se dégrader avec la crise politique de 1980-1990, parce qu'on a moins financé les infrastructures techniques, les instituts techniques et de formation professionnelle, et avec la crise économique qui s'en est suivie, et aussi à cela s'est ajoutée la perception négative de la société vis-à-vis des hommes de métier. Vous pensez chez nous, quand on dit maçon, mais c'est moins que rien. Et pourtant, Dieu seul sait combien cet homme-là est incontournable dans la vie de tous les jours. Exactement. Donc, tout est parti de là. Tout est parti de là. D'ailleurs, ça nous ramène derrière la première question. C'est là que quand on a constaté, le gouvernement a dit non, il faut vraiment nous ressaisir. Et en 2014, on a créé le ministère de la formation professionnelle. Mais il faut reconnaître aussi que ça a un peu pataugé pour décoller. Ce n'est qu'en 2019, avec l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le ministère a commencé à avoir ses lettres de noblesse, parce que dès son avènement, le président a donné une orientation claire. Il a dit il faut maintenant travailler pour inculquer à nouveau l'éthique du travail, l'amour du travail, la main-d'œuvre qualifiée et surtout revenir aux constructions des centres aux constructions, c'est-à-dire plusieurs constructions, plusieurs types, on va y revenir, des centres de formation professionnelle justement pour professionnaliser le métier, pour permettre justement à cette jeunesse-là, pas seulement la jeunesse, moi je m'inscris un peu en faux quand on ne parle que de la jeunesse, parce que la formation professionnelle, il y a beaucoup de choses là-dedans, la reconversion professionnelle, beaucoup de choses, on va en parler plus tard. Et donc, pour préparer cette main-d'œuvre-là, finalement, à affronter tous ces défis-là. Donc, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, moi, j'aime toujours dire, les gens ne s'en rendent pas compte, mais que la République démocratique du Congo se transforme de plus en plus en République de métier. En République de métier, au regard des chantiers, de vastes chantiers que le chef de l'État, vastes projets. Quand je prends aujourd'hui le projet de Grand Inga, quand je prends le projet de l'extension de la ville de Kinshasa, quand je prends le DP Road, quand je prends le corridor de l'Obito, quand je prends... Ça, c'est ce qui est connu. Oui. Mais quand je prends la rocade de la ville de Kinshasa, quand je prends bientôt le chemin de fer Kinshasa-Matadi, hormis l'Obito, quand je prends le corridor central, avec bientôt la construction d'un grand corridor au niveau entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo, quand je prends les accords américains aujourd'hui et quand je prends toute l'exploitation minière qu'il y a dans notre pays, ça sont de métiers. Et quand je prends toutes les potentialités non encore développées et utilisées dans notre pays, c'est de métier. Donc la République, c'est vraiment, nous sommes condamnés à devenir une République de métier. Et voilà pourquoi nous, au niveau du ministère de la formation professionnelle, je pense que nous sommes alignés pour d'abord mettre les instruments qui vont permettre au pays d'avancer et puis créer de l'attractivité, n'est-ce pas, dans le domaine. Parce qu'il faut changer la perception. Le vrai problème, c'est la perception négative de la société vis-à-vis des hommes de métier. Si on dit peintre, on considère que c'est rien. Si on dit maçon, on considère que c'est rien. Si on dit mécanicien, on considère que c'est rien. Et pourtant, ce sont ces hommes-là qui font la vie de tous les jours. Tout à fait. Monsieur le ministre, quand vous le dites, ça veut dire qu'on voit qu'il y a en réalité des opportunités, il y a du travail pour les métiers. Mais en même temps, quand on regarde la réalité sur terrain, on a l'impression, et ça, ce n'est pas qu'en RDC, parce que c'est une réalité qui sévit partout d'ailleurs en Afrique. Dernièrement, d'ailleurs, la Tanzanie, par exemple, a mis un arrêté pour renforcer la loi pour que certains métiers ne soient que pour les autochtones ou les locaux. On voit sur certains de nos chantiers, par exemple, des étrangers.
Quelle est la stratégie que vous mettez en place pour vous rassurer que, en poussant ce projet, vous avez effectivement une présence des nationaux sur des chantiers, non pas des étrangers? Non, mais revenons d'abord sur la législation. La législation congolaise organise tout ça. Il y a des emplois, je parle bien des emplois, réservés exclusivement aux Congolais. Exclusivement aux Congolais. Malheureusement, vrai ou faux, moi, comme ministre de la formation professionnelle, je change de plus en plus ma façon de voir les choses. Et donc, mais les circonstances d'employabilité font que les Congolais n'y arrivent pas. N'arrivent pas à accéder aux métiers réservés exclusivement aux Congolais. Motif, les investisseurs pensent, ou les promoteurs d'entreprises, ils pensent que la main-d'œuvre congolaise n'est pas qualifiée. Exactement. Et ça a été le débat des années. Et voilà pourquoi moi j'ai pensé qu'il fallait, avec les instructions bien entendu du gouvernement, apporter des réponses à ces questions-là. Et quand vous allez dans notre pays, vous allez trouver les emplois réservés aux Congolais qui sont exercés par les étrangers. On n'a rien contre les étrangers parce qu'ils ont choisi Évidemment notre pays comme seconde patrie, tant mieux, ils peuvent travailler. Mais la question de fond, pour moi, est-ce réellement que les Congolais ne sont pas qualifiés? C'est ça le débat de fond. Mais la législation, elle existe. Et pour rappeler à l'ordre, lors de la réunion du Conseil des ministres du 11 juillet 2025, 55e réunion du Conseil des ministres, eh bien, le président de la République est revenu sur ça. Il a tapé du poing sur la table, il a donné les instructions claires pour dire désormais, pour répondre à cette problématique justement, il faut inclure la formation, intégrer la formation professionnelle dans tous les projets structurants du pays. Intégrer la formation professionnelle dans tous les... Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un grand projet, il faut dégager une quantité déjà pour la construction des centres. Il faut prévoir déjà, appliquer la loi justement pour les emplois réservés exclusivement aux Congolais et bien d'autres déclinaisons. Il y a des textes législatifs et réglementaires qui pourront suivre après. On va modifier. Il y aura des partenariats qui devront être conclus. Prenons par exemple une agence comme l'APCS qui coordonne les programmes sino-congolais. Vous imaginez autant d'emplois qu'on peut créer avec les Congolais. Et voilà, mon ministère s'apprête. Il travaille déjà avec ces grands projets pour signer un protocole d'accord, pour réaliser par exemple cette instruction du chef de l'État. Donc, nous sommes alignés dans des grands projets. Ça, ce n'est que des illustrations. Ce sont des illustrations. Tout à fait. Mais revenons un peu sur ces demandes du chef de l'État. À quoi ça ressemble sur terrain? À quoi ça ressemble sur terrain? Et qui est responsable de quoi? Sur la chaîne de commandement, qui est responsable de quoi? Non, mais c'est transversal, c'est multisectoriel. Chacun a sa part de responsabilité. Mais nous, comme un ministère de la formation professionnelle, nous sommes un ministère transversal. Quand je dis transversal, vous serez étonné. Mais écoutez, quand je vais avoir ce que j'aime bien, par exemple, les techniciens, dans le métier de mine, allons d'abord dans le métier de mine. D'abord, il faudrait d'abord en amont qu'il y ait le ministère de mine qui puisse déclencher les projets, n'est-ce pas? Oui. Qui puisse déclencher les projets. Il faut qu'il y ait les investisseurs qui entrent en ligne de compte. Et après, nous aurons besoin des hommes de métier. Prenons par exemple dans le grand deal qui vient ici avec les États-Unis. C'est pratiquement, il y a diverses activités qui seront déployées. Il faudrait d'abord qu'il y ait les accords, il faut qu'il y ait d'abord les études, n'est-ce pas, de faisabilité. Tout doit être mis, je vais dire tout l'écosystème, pour parler simplement, tout l'écosystème doit être mis en place et l'opérationnalisation, n'est-ce pas, c'est toujours, on aura toujours les hommes de métier à la fin. Donc c'est une aubaine pour nous, pour les jeunes Congolais. Et voilà pourquoi d'ailleurs, dans cette lancée-là, le chef de l'État a lui-même à organiser, à instruire, à superviser, à participer à la clôture le forum de la jeunesse, par exemple, sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Et là-dedans, on a eu plus de 305 résolutions, dont un bon nombre, plus d'une centaine de domaines de la formation professionnelle, nécessité justement de construire des centres, pas seulement de construire les centres, parce que nous devons aller aussi vers les apprenants. Donc, il y a une politique qui est mise en place pour faire aussi des formations ambulatoires. Et toujours dans ces programmes-là, il faut toujours... on va lancer des concours. Le concours, par exemple, d'entrepreneuriat dans les jeunes.
Parce que il y a toute une équipe qui travaille, mais avec le collègue Kalumba, ministre de PME, dans ce pays, par exemple, le 30 juin, il y aura lancement de concours national des plans d'affaires simplifiés. L'idée, c'est de transformer les circonscriptions politiques en circonscriptions entrepreneuriales, c'est-à-dire pour stimuler le jeune, les femmes, toute une inclusion sociale. Ça va favoriser une inclusion sociale pour la création d'emplois. Donc, l'objectif, c'est de créer autant d'emplois, et ce, pour les Congolais. Voilà un peu les stratégies qui sont mises en place. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que c'est transversal, c'est interministériel. C'est une question étatique en un mot. Monsieur le ministre, je vais m'attarder sur un des points que vous avez souligné. Vous avez parlé d'un acteur qui, pour moi, est vraiment au centre de cette initiative, c'est les centres de formation. Oui. Je vais vous lire un message que j'ai vu sur un commentaire. Je vais même citer la personne pour que ce soit authentique. Certain Aksanti Nicodème qui a écrit, je vous lis. J'aimerais avoir une précision. Nous avons notre centre de formation professionnelle dans informatique, cuisine améliorée, coiffure, coupe et couture, pâtisserie depuis 2018, mais malheureusement sans être reconnu par les ministères en charge de la formation professionnelle. Comment pouvons-nous procéder pour déposer notre demande de mécanisation dans la fonction publique? J'imagine que il représente tout un nombre de centres de formation. Qu'est-ce que vous répondez à Aksanti Nicodème? Aksanti Nicodème, d'abord, je le salue de là où il se trouve. Je ne sais pas s'il a essayé. D'abord, je ne sais pas où est-ce qu'il est localisé dans tout le pays. Est-ce qu'il est à Kinshasa? Est-ce qu'il est en province? Mais d'une manière générale, il doit écrire au ministre pour obtenir d'abord l'agrément. Il ne suffit pas d'avoir un centre, il faut aussi voir les conditions de viabilité des centres. Et la question qu'on aborde des numéros matricules, ça c'est un autre débat. C'est le débat même qui plombe le ministère au moment où nous parlons. Et aujourd'hui, dès le départ, il y a eu un problème pour le départ. Dès le départ, il y a un problème pour le décollage de ces ministères de la formation professionnelle. Tout simplement parce que, vous l'avez dit, les ministères découlent de la scission avec le ministère de l'éducation, tout ça. Mais c'est les transfuges, si je peux dire comme ça, les transfuges de l'EPST vers la formation, ils ont voulu dupliquer le ministère de l'Éducation au ministère de la formation professionnelle. Bon, en réalité, quand on a scindé, ça veut dire que les objectifs sont différents. Exactement. Ça veut dire qu'on nous a donné un bon lot. Je n'ai rien contre eux, ce sont des gens qui font du travail, mais c'est la vérité de l'histoire. Exactement. Il y a eu un bon lot d'inspecteurs de l'éducation nationale qui ont traversé à la formation professionnelle. Et ils ont pensé qu'il fallait tout simplement dupliquer. En fait, j'allais dire, au début, c'était un ministère de l'EPSP bis, comme j'aime toujours dire. Exactement. En réalité, les missions ne doivent pas être les mêmes. Ils doivent vraiment être séparées. Voilà pourquoi ils ont apporté un peu un mode de gestion, de l'EPSP. Ils l'ont amené au niveau du ministère de la formation professionnelle. Là, vous avez des méthodes comme le mandat de gestion, de coordination. Ils ont amené ça, ils ont transposé cette façon de gérer le ministère de l'EPSP. Ils ont justement transposé ça au ministère de la formation professionnelle. Mais pour moi, la gestion devait être autre. La gestion devait être d'abord sur le plan de l'investissement. Un centre de formation coûte plus cher. Parce qu'un bâtiment de l'EPSP, et l'éducation de base, pour ne pas dire de l'EPSP, c'est un bâtiment plus le salle de classe. Exactement. Le salle de classe plus les bancs créés. Vous avez tout là. Mais pour la formation professionnelle, restons dans le format bâtiment plus banc. Mais il faut encore des chantiers. Les ateliers. Il faut les ateliers, il faut des équipements. Prenons par exemple un domaine comme... pour faire voir la lourdeur de la chose. Parlons du secteur des mines. Vous voulez avoir un centre de formation pour former les gens dans le métier des mines. Et vous imaginez ce que vous devez avoir comme équipement, comme outil. L'investissement, c'est dans le million. C'est dans les millions. Donc, la perception a été biaisée dès le départ. La perception a été biaisée. Mais on ne condamne pas ces gens-là. Lorsque nous sommes arrivés, nous sommes en train de mettre, je dirais, de l'ordre pour maintenant classifier et progressivement sortir un peu de ces ministères de l'EPSP bis
à un véritable ministère de la formation professionnelle. Je vous ai donné seulement les cas pour voir ce que c'est un centre de formation qui doit former les gens en métier des mines. Imaginez, vous devez former les gens, les conducteurs d'engins. Et d'abord, ça veut dire que ça signifie qu'il faut avoir des simulateurs et des simulateurs et des simulateurs. C'est ce que ça signifie. Donc, je prends seulement ça à titre d'illustration. Si vous voulez former les gens dans des métiers portuaires, dans des métiers ferroviaires, eh bien, le bâtiment, plus le banc, plus le craie, les cartons de craie ne suffisent pas. Donc, il faut l'outil. Donc voilà, nous voulons désormais faire comprendre. Et puis, il y a eu quand même beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Dans notre pays, en fait, il y a eu quand même cette confusion-là que moi, j'accorde le bénéfice du doute dès le départ parce qu'il fallait bien tracer le chemin. Voilà pourquoi j'ai dit c'est 2019 qu'on a vraiment commencé à tracer le chemin sur le ministère de la Formation. Et il y a beaucoup d'instruments qui n'avaient pas été mis en place. On ne forme pas pour le plaisir de former, c'est-à-dire qu'on forme sur base des référentiels de compétences, des référentiels de qualifications, et puis vous devez avoir des formateurs aguerris de très haut niveau. Et puis, le centre, mon ami Accent, c'est ça, hein? Mais je peux lui demander son centre de formation, c'est de quel niveau? Parce que, avec tout le respect que je lui dois, je pense que je n'ai pas affaire à un centre de formation. J'ai affaire à un établissement d'apprentissage de métier. Ouais, donc, même chez nous, on n'a pas pu distinguer cela. Donc, nous avons des établissements d'apprentissage de métier que tout le monde appelle centre de formation. Et nous avons justement les centres de formation qui viennent. Nous avons les académies de formation et nous avons les instituts de formation. Tout cela, on n'a pas pris compte de cela. Et tout le monde, quand il a un espace, il met des machines, tout ça, il dit « je suis un centre de formation ». Non, tout le monde n'est pas un centre de formation. Donc, chaque niveau a ses exigences. Je voulais quand même rester sur cet aspect-là. Exactement. Donc, j'ai dit que tout le monde va vous dire, moi, j'ai profité de votre question, j'ai initié un contrôle dans la ville de Kinshasa sur 957 centres pour voir ne fût-ce que la viabilité. Je ne suis pas entré au niveau de l'équipement. La viabilité en termes d'infrastructure. 957. Les rapports, on a dit tout est acceptable. Aucun n'est viable. On m'a dit tout est acceptable. Ce que je vous dis, c'est documenté. Je peux vous produire les documents, c'est documenté. Sur un échantillon de 957 centres. Et donc, c'est considéré comme un centre, mais en réalité, ce sont des établissements d'apprentissage. Un établissement d'apprentissage de métier, c'est là que vous apprenez le métier en 3 mois. Dans toutes les langues possibles. On a dit lingala, français, chouali. Moi, j'ai dit dans toutes les langues possibles. Pour vous permettre, partout où vous êtes. Là, vous apprenez les métiers, les ABC. Et puis, vous passez à un niveau de centre de formation professionnelle. Là, on commence à entrer dans le dur. On est à 9 mois ou 1 année. Et là, c'est essentiellement en français. Essentiellement en français. Et puis, vous avez le niveau de l'académie de formation. Et là, intervient maintenant la passerelle avec le ministère de l'Éducation. Parce que là, nous disons, pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir le minimum d'un diplôme. Exactement. Vous vous dites que, bon, je ne vais pas continuer très loin, mais je vais faire l'académie 1 à 2 ans. Parce que quand vous rentrez dans les 3 ans là déjà, il y a un peu de confusion avec l'enseignement supérieur. On ne veut pas rentrer dans ces confusions. Et puis, nous avons les niveaux les plus élevés. C'est l'Institut de formation professionnelle. Vous voyez tout ça? Donc, ce sont des classifications. Donc, mon ami Accenti, je crois que nous avons signé des arrêtés pour tracer ces choses-là. Comment donner la norme, comment élaborer les référentiels. Donc, aujourd'hui, le mal est parti un peu de l'incompréhension initiale. Mais bon, on est en train de corriger. Donc, mais dans l'entretemps, pour mon ami Accenti, il faut écrire au ministère de la formation professionnelle qui se trouve à Kinshasa, bâtiment immeuble Kasai, 6e niveau, derrière la DGDA. Déposez votre courrier, et vous aurez la réponse. Monsieur le ministre, en vous entendant parler, je le savais déjà, mais de plus en plus, je vous entends parler, je comprends que le chantier, il est grand. Et je comprends aussi la responsabilité de prendre un ministère qui vient d'une session avec un autre ministère. On a l'impression de commencer un peu le chantier de la fondation. Quel est votre projet prioritaire pour le moment? Le grand projet, en fermant les yeux, c'est d'abord la construction des vrais centres de formation professionnelle. Des vrais centres de formation professionnelle. Et ça, c'est des centres publics ou c'est en partenariat avec des privés? Non, mais que ce soit public, que ce soit avec le privé, mais au revoir. Mais puisque vous parlez des privés, à mon arrivée au ministère de la formation professionnelle, il y a des très bons centres. Ça, je peux les appeler des centres, même des académies, ici. Et même des instituts. Ah oui. Ici. Ça existe. Et à mon arrivée,
l'une des premières démarches que j'ai faites, c'était de ramener tous ces centres-là au ministère. Ils étaient déconnectés totalement du ministère. Déconnectés. Ils évoluaient en solo, déconnectés du ministère. Aujourd'hui, tout le passerelle de collaboration a été posé, les bases d'un bon partenariat sont posées. Donc, je suis aujourd'hui très à l'aise parce que dès que nous sommes arrivés, il fallait vraiment construire ce que j'ai dit, la formation professionnelle. Il fallait commencer une distinction nette entre l'enseignement de base, c'est-à-dire primaire jusqu'au 7e ou 8e, et arriver aux examens d'État, faire la différence avec la formation professionnelle. Et pour moi, le premier chantier des chantiers, c'est d'avoir et je suis heureux de vous annoncer qu'il y a un vaste programme gouvernemental de construction de centres dans toutes les provinces. Et pour moi aussi, c'est avoir le vrai formateur. J'ai trouvé un problème. On considérait le formateur comme un grade de la fonction publique. Le formateur, ce n'est pas un grade. C'est le contenu, c'est la spécialisation. La spécialisation, ou bien dire la spécialité de la personne. Ça ne peut pas être un grade comme attaché des bureaux de première classe, attaché des bureaux. Non, c'est là. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui vous dit je suis formateur, mais en réalité, il n'y a pas tous, hein, mais du moins un bon nombre. Il vous dit que je suis formateur, mais le formateur que de nom. Donc il faut avoir des vrais formateurs, des spécialistes des secteurs. Il faut les avoir. Et puis, il faut vraiment avoir de véritables référentiels, des normes. Et c'est ce que nous avons entrepris, nous continuons de faire. Ça, c'est vraiment pour moi la priorité des priorités. Poser les bases. Les bases sont déjà posées. Nous avons pris un certain nombre d'arrêtés qui organisent déjà les niveaux de la formation, comme je viens de vous le dire, mais qui organisent le référentiel de métier. Et nous avons, voilà, pour vous dire que les priorités, mais en fait, c'est un grand chantier. Tout à fait. Parce que j'avais aussi trouvé que je n'ai rien contre les ONG, ils nous aident beaucoup. Mais le vrai problème, pour revenir encore à la problématique de la main-d'œuvre non qualifiée, et nous avons des partenaires, des ONG, des associations qui donnent des formations avec du bon contenu. Mais à la fin, quand ils délivrent les titres, c'est les titres, par exemple, association bannie. Mais quand tu as le titre avec l'association bannie, mais quand tu vas chez Teke Funguru, mais il ne te prend pas au sérieux. Il ne va pas te poser la question. Nous, on a l'habitude de dire, mais petit, au salaire boulot, on a méga non. Teke Funguru, mais ne va pas te dire ça. Tout à fait. Le problème est parti là. Peut-être, on pense qu'on aura le temps d'aborder la VAE pour apporter la réponse à cette problématique-là. Donc, il y a aussi ça. Et nous avons trouvé un ministère qui n'avait pratiquement pas de boussole. Il n'y avait pas un cadre programmatique qui n'avait pas de boussole. C'est-à-dire qu'il faut trouver la boussole du ministère. C'est-à-dire que nous avons élaboré également une politique nationale de formation professionnelle pour 10 ans, les 10 années à venir. Aussi, j'ai parlé des titres tout à l'heure, nous avons pu obtenir aussi un décret pour uniformiser les titres de formation professionnelle. Désormais, seule la République, seul le gouvernement est habilité à donner les titres de formation. Mais pour d'autres institutions, il y a le mécanisme d'entérinement. C'est-à-dire que vous êtes un institut, un centre privé bien connu, de renommée. Vous avez, mais l'entérinement doit venir du ministère. Le ministère dit que voilà, ces titres-là, je connais. Voilà, ce sont les jalons qu'on est en train de poser justement pour donner corps et aussi prioriser. On ne doit pas former pour le plaisir de former. Nous sommes une formation professionnelle. Donc, on doit former pour le besoin de l'emploi. En fait, les formations doivent cadrer avec le besoin de l'emploi. C'est comme ça que vous entendez toujours parler de l'adéquation formation-emploi. Les entrepreneurs vous disent qu'il y a inadéquation formation. Vous avez parlé des diplômés. Les licenciés, oui, mais on les forme pour qu'ils aillent. Par exemple, dans les sociétés. Moi, je prends le cas j'aime toujours donner le cas de l'ONATRA. On est en train de relancer le chemin de fer Kinshasa. On a déjà relancé, pas on est en train de relancer. Le chemin de fer, mais bon, considérons qu'il faut faire les travaux de réparation du chemin de fer quelque part. Nous, là, les juristes, les économistes, qu'est-ce que nous allons chercher là? Donc, on doit orienter. Par exemple, l'ONATRA vient de créer des besoins. Et la formation doit suivre. Quand vous posez, par exemple, la SNCC, il y a des besoins là-bas. On doit former les gens qui vont faire fonctionner la SNCC. Mais nous, là-bas, quand nous formons les licenciés en psychologie, c'est pas mauvais. Les licenciés en théologie, c'est pas mauvais. Les licenciés en histoire, mais ils vont nous aider en quoi? Voilà pourquoi même, j'ai dit que la formation professionnelle, la conception, elle est un peu biaisée.
Il y a même l'aspect. Mais tous ces gens que je viens de citer, mais ils ont la latitude de se reconvertir professionnellement. Exactement. Moi, j'ai visité, il y a quelques mois passés, j'ai visité Tekefungurumé et j'ai visité les centres de formation de Tekefungurumé, le centre de formation de Metalcol, je les ai visités. Mais j'ai trouvé des licenciés en droit comme moi, reconvertis en technicien. En technicien de mine, je les ai trouvés. C'est de la reconversion professionnelle et tout ça. Et c'est là que je vous disais, la formation professionnelle, c'est la charnière entre la formation, entre les cycles que vous avez fait, cycle classique, cycle pour aller dans le monde de l'emploi. Parce que dans l'enseignement classique, moi, il y a ce qu'on appelle l'enseignement technique des cycles longs. Il y a des jeunes gens qui ils font leurs examens d'État. Par exemple, en électricité, il y en a, ils font les électriciens. Mais ça ne suffit pas. Exactement. Après, il faut encore acquérir des compétences qui lui permettront d'entrer sur le terrain. Bien sûr. Quand vous allez dans le domaine de la Kinshasa, quand vous regardez Kinshasa, il y a aujourd'hui, je vais dire quoi, un boom immobilier. Un boom immobilier, mais vous avez un architecte. Bani, vous êtes un architecte, vous êtes dans votre bureau. Vous concevez le plan, vous dites, je vais avoir une maison qui aura la forme d'une fleur rose sur un pot, tant mieux. Mais qui matérialise ça? Vous devez avoir un conducteur de travaux, vous devez avoir un maçon, vous devez avoir un ferrailleur, vous devez avoir un coffreur, tout ce que sais-je encore. Ce sont eux les hommes de métier. Exactement. Donc, il y a cette complémentarité. Et avec cette formation-là, j'aime donner toujours cet exemple-là pour comprendre. L'architecte ne va pas te prendre un marteau en train de lier, non, il ne va pas te faire le ferrailleur. Tu as conçu, tu dis que je vais avoir je vais avoir des pylônes ici. Eh bien, le ferrailleur t'arrive, il prend le chemin de fer, il plie, il met tout ce qu'il faut faire, et puis après, vous avez votre maison. Donc, ce sont ces hommes-là. Eh bien, comprenez que ce sont les hommes les plus importants de la société. J'aime toujours parler des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Tout le monde se plaint des embouteillages. Tout le monde se plaint. Qui a formé les chauffeurs? Ma question, combien de chauffeurs maîtrisent le code de la route? Ils l'ont appris où? Nous avons des chauffeurs qui ont appris sur l'État. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, ce sont des problématiques. La réponse, donc, ces capital humains-là, dans tout le secteur, que vous soyez universitaire. Voilà pourquoi je vous dis c'est la charnière. Que vous soyez universitaire, que vous soyez D6, que vous soyez G3, que vous soyez en LMD, tout ça. Il y a la formation professionnelle qui fera de vous le vrai. La valeur qu'on attend de vous, c'est cette acquisition-là des compétences. Voilà un peu donc... moi, j'aime dire que c'est dans tous les domaines. Je peux multiplier les exemples et si vous serez étonné. Vous commencez déjà là où je vais venir. Vous voyez déjà là où je peux venir. Exactement. Mais voilà, c'est partout. Vous allez à l'hôpital, vous avez le médecin. J'aime toujours dire avec le ministre de la Santé, mais dans le domaine de la santé, l'unique universitaire, c'est le médecin. On ne s'en rend pas compte. C'est le médecin. Les infirmières, là, si elles ne sont pas là, vous faites quoi? Exactement. Les anesthésistes, là, les femmes sages pour nos mamans, là, tout ça. C'est eux qui font la santé. C'est eux qui font la santé. Imaginez un jour où vous arrivez dans un hôpital où vous n'avez pas d'infirmier. Imaginez. Non, c'est chaotique. C'est de la formation professionnelle. C'est le métier. Et donc, il faut quand même étendre. Je suis en train de vous dire, je profite de votre micro pour que les gens arrêtent, extirpent de leur tête que la formation professionnelle, c'est le maçon seulement. Le métier, qu'on le considère comme des sous-hommes. Non, non, non. Au contraire, mais papa, regardez votre studio ici. S'il n'y avait pas un preneur de son, s'il n'y a pas celui qui va installer, votre studio, il sert à quoi? Non, il sert à rien. Donc, c'est ça, ces hommes-là qui font la vie de tous les jours. C'est comme ça. Voilà. Monsieur le ministre, et c'est pour ça que je sais que vous avez un chantier qui vous tient à cœur, c'est de valoriser, parce que quand on vous entend parler, ça veut dire qu'on se rend compte, en fait, aujourd'hui, que ceux à qui on donne toute la gloire et le respect ne sont pas forcément ceux qui font le vrai travail. Ceux qui font le vrai travail sont souvent dans l'ombre. Et vous avez un projet qui cherche à valoriser ces gens. Ce projet que vous appelez la VAE, qui est la valorisation des acquis de l'expérience. Pour quelqu'un qui entend cette terminologie et qui essaie de comprendre s'il fait partie de ces groupes ou pas, comment vous expliquez de façon très simple la VAE? De façon très simple. Donc, 1 + 1 = 2. Voilà. La VAE, ça concerne tous les hommes de métier qui ont appris le métier sur l'État, c'est-à-dire qui n'ont pas appris dans les centres.
n'ont pas appris dans les établissements de formation, mais ils ont appris derrière un oncle, derrière un cousin, derrière un ami, en famille, et qui sont pétris de compétences, mais qui n'ont pas de titres pour certifier leurs compétences, pour valoriser leurs compétences, pour reconnaître leurs compétences. Voilà un peu. Et nous voulons les appeler tous, leur faire passer un jury pour qu'ils démontrent de quoi ils sont capables et que le ministère, le gouvernement congolais puisse leur donner des titres attestant que si vous êtes mécanicien de la rue ou dans la rue, vous avez appris dans la rue, eh ben, l'État connaît vos compétences. Vous n'imaginez pas l'impact, mon cher ami. Déjà, auprès de la personne, vous chassez le complexe d'infériorité. Auprès de la personne. Nous avons mené les enquêtes. Les images sont là, vous pouvez venir les visualiser. C'est déjà une sorte de complexe. Déjà, reconnaître ces personnes, chasser ces complexes-là, je dirais même d'infériorité, valoriser la personne. L'autre conséquence, mais au niveau de l'emploi, dans notre pays, il y a ce qu'on appelle la classification d'emploi. Mais il y a des gens qui sont pétris de compétences. Faute d'un titre en main, on le considère comme le manœuvre et tout travail. Pourtant. Et puis, le plus grand objectif dans ce secteur-là, c'est d'anticiper sur la main-d'œuvre, de préparer la main-d'œuvre. J'ai dit ici que la République démocratique du Congo, nous sommes dans un vaste programme de construction des centres. J'ai dit ici, la plupart des centres, je n'ai pas dit tous, la plupart des établissements qui nous accompagnent au niveau, pour la plupart, sont des établissements, des établissements d'apprentissage de métier. Des établissements d'apprentissage de métier. Mais avec qui nous sommes en train de travailler, on est en bon terme, on est en train de mettre en place de bons mécanismes de collaboration pour monter en puissance. Mais dans l'entretemps, nous avons cette main-d'œuvre. Bani, je vais dire ça autrement. Oui. Dans notre pays, tout le monde a tendance à la main-d'œuvre n'est pas qualifiée. OK. Mais quand les expatriés débarquent ici, mais qui construisent les maisons là, ce sont ces mêmes personnes-là qu'on dit ne pas être qualifiées, qui mettent la peinture là-bas. Ce sont les mêmes personnes qu'on dit que... Ça dit que pour moi, c'est antinomique, c'est contradictoire. Donc le vrai problème, nos compatriotes, les hommes de métier, sont pétris de compétences, pétris de talents. Mais le vrai problème, ces compétences-là ne sont pas scellées, ne sont pas sanctionnées par un titre. Et voilà ce que nous voulons résoudre, c'est tout. C'est valoriser, et comme on a dit, c'est vraiment valoriser l'intégralité de la chaîne. Valoriser le travail de la personne, valoriser la personne et lui donner une certaine fierté sociale. Favoriser aussi l'inclusion sociale. Il ne sera plus stigmatisé. Voilà. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant qu'on s'en rend compte? Maintenant, je suis tenté de dire, parce que nous avons reçu les instructions du président, j'ai dit que le ministère a effectivement décollé en 2019. Et il y a un grand visionnaire, il y a madame la chef du gouvernement qui est là, et qui ont mis le cap. Si vous vous souvenez l'interview de la première ministre pendant les 100 premiers jours, après les 100 premiers jours, mais cap sur la formation professionnelle, cap sur l'apprentissage de métier. Si vous avez révisionné ça, et nous, ça nous a poussé de réfléchir, de creuser davantage. Nous avons trouvé, ce n'est pas l'invention du ministre qui l'a. Il y a un texte qui réglemente cette affaire-là. Je suis tombé sur un décret de, si je ne m'abuse, du 24 avril 2004, si je ne m'abuse. 24 qui reconnaît ça. Dans les entreprises, dans le milieu de l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous entrez dans une entreprise, disons, vous êtes D6. Vous œuvrez pendant 5 ans, 10 ans. Vous n'êtes plus la même personne. Vous avez exercé, tout ça. Mais dans l'équivalence des grades, dans la classification d'emploi, dans les avantages, vous êtes en droit. Et dit, non, écoutez, moi, M. Bani, je suis venu ici, ça fait 5 ans, je suis venu comme diplômé, mais je crois que j'ai fait ça. Je crois que moi, il faut quand même revoir ma situation de l'emploi. C'est prévu dans le décret. C'est prévu. Bon, nous avons dit, voilà, comme nous avons un problème
Moi, je n'aime pas trop prononcer le mot-là de non-qualification de la main-d'œuvre. Moi, je n'y crois pas tellement. Pas vrai. Je n'y crois pas tellement, mais j'en parle quand même. Il dit, bon, résolvons les problèmes. Et ça, c'est une piste. La piste, c'est de passer par la valorisation. Vous savez pas comment moi, je souffre, Bani. Quand je traverse la ville, je n'ai rien contre les expatriés. Mais quand je vois un tracteur simple, je dirais simple, tenu par... voilà. Oui. Quand je vois un chef de chantier, le chef de chantier, le conducteur de travaux, il doit provenir de, je ne sais pas, il doit provenir de partout sauf de notre pays. Chef de chantier. Mais je ne comprends pas. Mais quand vous allez regarder les gens qui font le travail là, c'est nous. Voilà pourquoi nous avons dit, tant soit peu, tant bien que mal, tant soit peu, débutons cette opération-là et aussi dans son déroulement, parce que vous avez dit on était dans le 1+1, mais vous allez me permettre d'aller un peu plus loin. Oui. C'est-à-dire il faut les recenser, les identifier. Ils viennent au ministère. Au moment où je vous parle, je suis fier de vous dire que j'ai déjà plus de 10 000 inscrits à la VA. 10 000. Prêts à passer les jurys. Parce qu'il y a un jury. Les papiers, on ne te donne pas parce que tu es venu, tu dis moi je suis... Non. Vous passez les jurys, donc c'est-à-dire il y a tout un process. C'est-à-dire vous venez, vous inscrivez, vous déclarez, il y a une équipe de coachs et de conseillers qui vous entendent. Ils voient ce que vous allez déclarer pour vérifier effectivement si vous êtes homme de métier. Mais il y a aussi un critère temporel important. Il faut avoir exercé le métier que vous déclarez pendant au moins 3 ans. Minimum 3 ans pour que vous soyez accepté. Et après, vous passez les jurys. Et le jury est constitué de techniciens. Et nous avons pensé que comme le problème de la qualification, comment on l'appelle, qualification de la main-d'œuvre, non-qualification ou qualification, oui. Cette problématique-là est toujours posée par le patronat, la FEC. Nous avons pensé qu'il faut donner la présidence de ces jurys-là à la FEC. Parce que finalement, ce sont les entrepreneurs qui sont les consommateurs de la main-d'œuvre. Donc, c'est eux qui doivent déjà prendre la présidence. Et puis, dans les jurys, vous avez les experts de chaque métier, sur électriciens, mécaniciens, chauffeurs, coiffeurs et tout ça. Ils feront toujours partie de ces jurys-là. Pour vraiment... Donc, et à la fin, vous avez des cotations qui vous sont données. C'est vraiment un examen. Il ne faut pas croire que quand vous venez au ministère, vous dites, eh bien, moi, je fais ceci. Non, vous passez les jurys. Et puis après, les jurys vous évaluent. Il y a la cotation. Ils vont dire, bon, voilà, nous avons constaté que la compétence est totale. On va vous décerner un titre, compétence totale, mais on cerne les domaines. C'est ça même la différence avec l'enseignement classique. On va dire seulement, bon, licencié, bon, pas licencié, diplômé en électricité. On écrit seulement 55% ou 75%, oui. Diplômé en électricité. Mais nous, le diplôme que nous donnons, avec la VAE, on va dire compétence totale. Mais on précise les domaines. On va dire, par exemple, électricité, installation, froid. On précise les domaines. Même quand il y a besoin, on s'est dit que non, avec ces domaines, on fait. Mais quand on dit examen et diplômé en électricité, 75%, c'est quoi? Voilà un peu la petite révolution que nous sommes en train d'amener. Et puis, on va dire compétence partielle. Compétence partielle, ça dit c'est vraiment pas total. Mais il a quand même quelques maîtrises de certaines notions de son domaine. Et là aussi, on signale les domaines où la compétence est partielle. Et là, au niveau du jury, l'impétrant, le candidat, il a 2 voies. Soit nous pouvons l'orienter dans un centre pour renforcer encore ses compétences, dans ce qui lui manque, ou bien, nous disons, bon, vous rentrez encore sur le terrain, mais vous revenez dans 3 ans. Voilà pourquoi j'ai dit le minimum, c'est 3 ans. Vous allez me dire, mais comment vous allez vous savoir? Non, mais il y a un registre qui sera tenu, les données sont signalées. Et puis enfin, on va constater vraiment que l'inexistence des compétences. Vous avez dit que moi je suis maçon, je peux faire 10 lignes de briques en 2 secondes, mais après les jurys, vous en êtes incapable, vous ne pouvez pas. Donc on va dire, voilà. Et puis la VAE, chez nous, nous avons commencé avec le métier, mais vous êtes un homme d'information, un homme de recherche. Vous allez voir que dans le pays le plus évolué, c'est étendu dans plusieurs domaines. Dans
sciences politiques, dans tous les domaines. Exactement. Aujourd'hui, je sais que vous le savez déjà, aujourd'hui en Chine, la Chine vient de surprendre le monde entier. En ce qui concerne les doctorats, ils n'ont plus besoin de thèses. La Chine aujourd'hui n'a plus besoin de venir avec la théorie de la création d'une bombe en 350 pages. Ils n'en ont plus besoin. Créez-nous la bombe, eh bien, vous avez votre thèse. Oui. N'est-ce pas? Exactement. Donc voilà, donc, le monde est en train d'évoluer. Et nous, ici, je pense, en toute modestie, nous avons besoin, et là, nous avons vraiment ouvert un partenariat avec le privé, avec tout le monde, pour nous permettre vraiment de faire ancrer, de faire pérenniser ces mécanismes-là de la valorisation d'acquis d'expérience. Comme j'ai dit, c'est pour vraiment anticiper la main-d'œuvre. Et dans notre ministère, vous avez dit les chantiers, il y en a plusieurs. Nous avons compris que dans notre province, 26 provinces, dans nos provinces, il y a des besoins spécifiques pour la formation et le développement des provinces. Et le ministère a élaboré un document y afférent, adopté d'ailleurs par le Conseil des ministres, pour que dans les 145 territoires, les besoins spécifiques de développement local en termes de métiers soient connus. Ça veut dire quoi? Que vous soyez, que nous, le public, ou que vous soyez un privé, si vous voulez, dans le centre de formation, nous sommes désormais en mesure de dire, avant de vous donner un agrément, ce n'est pas à vous de décider seul, unilatéral. Nous voulons vous donner un agrément. Nous pensons que comme vous êtes à Djougou, voilà le métier dont on a besoin. Nous pensons que l'un des métiers, pour développer la contrée là-bas, vous devez le mettre dans votre centre. Et c'est à ce moment-là, ça dit que l'État reprend petit à petit son rôle d'organisateur et de régulateur de la formation. Ce qui n'existait pas. Ce qui n'existait pas justement parce que les gens, comme l'a dit mon ami Accenté, ça dit que quelqu'un est chez lui, décide seulement, c'est pas mauvais. Mais nous pensons que nous, l'État, nous devons avoir une mainmise sur ces questions. Voilà un peu rapidement ramassé la question de la veille. Rapidement. Son Excellence, ce projet n'est plus un projet sur papier, c'est un projet déjà qui est sur terrain. Depuis que vous l'avez déployé, c'est quoi le signal que vous avez? Quel est le message terrain que vous avez? Non, mais je vous ai déjà dit que l'engouement qu'il y a, je vous ai déjà dit, c'est lancé, nous avons commencé la sensibilisation au mois de septembre. 2025. Lorsque nous avons lancé cette sensibilisation, on était à peu près 2000 touchés, si je peux dire comme ça. Mais là, on est à plus de 10 000 inscrits en attente sur la liste. Vous voyez déjà les... Et ça, pour Kinshasa, les chiffres que je vous donne, c'est les chiffres d'il y a une semaine. Donc, je ne me suis pas encore rentré vers l'équipe parce que j'ai mis en place un comité, parce que c'est un mécanisme un peu particulier qui est très rigoureux. Je ne suis pas encore rentré pour voir l'évolution des données. Et puis, je reçois les félicitations de partout. Et puis, il y a déjà quelques-uns qui ont déjà passé leur concours. Je crois qu'il y a déjà, on est en train d'aller vers une centaine parce que nous voulons vraiment y aller méthodiquement pour ne rien rater, pour ne pas fausser toutes les données. Donc, on est vraiment très rigoureux. Mais la ville de Kinshasa, bien entendu, c'est souvent la ville pilote. Mais il y a maintenant un plan. Je crois que mes équipes sont en train de travailler pour s'étendre sur l'espace Kasaï et le Grand Katanga et je crois l'espace Équateur, si ma mémoire ne me trahit pas. Donc, mes équipes sont en train. Mais nous avons de vastes projets. Nous allons être focus dans le Congo central. Et là, nous serons encore plus rigoureux parce que vous savez, nous avons le grand projet en attendant la construction de centres. Voilà, c'est une réponse. Et donc, nous avons les compétences qui sont là. Donc, au finish, on va le mettre ensemble. Ceux qui ont appris sur l'État, certifiés et reconnus par le gouvernement et ceux qui ont fait le cycle classique. Voilà, c'est vraiment des milliers d'emplois. Si je prends l'extension de la ville de Kinshasa, déjà 12 000 emplois rien que la première phase. Exactement. Et avec le grand Inga, on parle de 3 millions d'emplois en 8 ans. On va les trouver où? C'est énorme. C'est l'emploi que nous devons, et nous devons, voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes en train d'anticiper cette main-d'œuvre. Mais pour que ça soit beaucoup plus simple pour une personne lambda, je veux juste comprendre un peu les étapes. Je suis soudeur, je suis cuisinier, chauffeur, mécanicien. J'ai plus de 3 ans d'expérience. Qu'est-ce que je fais là? Quelle est la procédure? Et je m'attends à quoi? Et combien de temps ça prend? Et jusqu'à à quel délai j'ai mon certificat? Très bien. Belle question. Ça dit que pour un début,
D'abord, ce sont les évaluations aussi de la compétence exclusive de l'inspection générale à la formation professionnelle. Ils sont organisés, déployés en province avec les inspecteurs provinciaux. Mais pour un début, comme c'est un mécanisme que nous venons d'activer, nous avons procédé en identifiant ce que nous appelons le point focaux. Les points focaux, c'est-à-dire, ce sont ce qu'on appelle en jargon des techniciens le maître. En jargon des techniciens, on les appelle le maître. Exactement. Eux, ils connaissent dans chaque... Parce que nous avons divisé ça en districts. Il y a au moins 3, 4, 5 maîtres par district. On a donné les indications. Et eux, ils sensibilisent. Comme c'est une phase vraiment pilote, ils sensibilisent les hommes de métier qu'ils connaissent. Et ils les recueillent à leur niveau. Dès qu'ils le recueillent, ils les amènent chez nos inspecteurs provinciaux. Les inspecteurs provinciaux nous transmettent les données au niveau de l'inspecteur général. Ça se passe comme ça. Et après, on les convoque. On les convoque et ils viennent rencontrer ce que nous avons appelé les coachs. Et nous avons eu une réunion, nous avons décidé que comme ces maîtres-là sont des points focaux, et les maîtres deviennent, ils sont déjà maîtres, on les appelle déjà maîtres. Exactement. Donc c'est mieux pour le valoriser davantage, on fait d'eux des coachs et des conseillers. Quel est son rôle? C'est de préparer ces hommes-là à passer les examens. Parce que le coach est déjà en contact avec le jury. De les préparer parce que ce sont des gens qui ont appris le métier, mais ils n'ont jamais fait un jury. C'est de leur expliquer de ne pas avoir la truie, de ne pas... C'est des choses comme ça. Dès que vous aurez des questions, le préparer. Quand ce travail-là est fini, les jurys, parce que le coach aurait déjà fait la passerelle, n'est-ce pas? Oui. On a déjà fait la passerelle avec le jury. Les jurys appréhendent la question. Il y a des questionnaires, des items imprimés. Il y a des items. Et le jour de l'examen, on vous dit, vous venez tel jour à 8h, vous venez devant le jury. Mais vous êtes en présence de plusieurs items. Vous tirez votre item. Vous tirez vous-même. Ah oui. Ah non, mais c'est plus dur que le jury classique. Vous tirez vous-même. On vous explique. Si vous comprenez le français, il n'y a pas de problème. Si vous ne comprenez pas, nous avons permis qu'on utilise nos langues nationales. Parce qu'on est dans le métier. On utilise nos langues nationales. Et puis, vous commencez à démontrer. Si vous êtes électricien, comme on a commencé avec l'électricité, par exemple, on vous donne comment faire le schéma tel, schéma 1, schéma 2, schéma 6, c'est bien que vous avez déclaré. Mais l'équipe, le jury prend soin de poser un peu quelques questions dans les alentours de ce que vous n'avez pas déclaré. Juste pour vérifier votre connaissance, pour leur faciliter de dire non, compétence totale, partielle ou bien. Voilà un peu. Et puis quand vous terminez, la délibération se fait sur place. OK. La délibération, c'est sur place. Donc, tout se décide sur place. Non, là, il n'y a même pas le temps de manœuvre. Là. Donc, la délibération se fait sur place, vous êtes fixé. Et bien entendu, il y a la partie administrative où vous aurez votre titre qui va être. Mais pour la délibération, vous êtes déjà fixé sur place. Donc, vous passez votre concours de... Je ne sais pas le temps que ça vous prend, 1 heure, 2 heures. Immédiatement, après, les jurys, c'est sur place, sur place. Sur place, Donc, les jurys, d'un bout en bout, ça peut prendre combien de temps entre le moment où... Ça dépend de ce que vous avez déclaré. Ça dépend de ce que vous avez déclaré. Ça dépend de ce que moi, je me souviens, lors des jurys de lancement. C'était un jury de 1h30. Mais en réalité, suivant les techniciens, c'est qu'on a demandé aux gens de faire en 1h30. Si vous êtes dans un chantier, ça vous prend au moins 6 jours. Vous voyez la pression qu'il y a dans les jours. Vous voyez la pression. Un travail que vous pouvez faire en temps normal, on peut faire... C'est-à-dire, vous venez aujourd'hui, vous cassez, vous partez. Vous venez demain, vous posez les fils, vous partez. Mais là, on vous demande 1h30. En fait, c'est justement même le côté sérieux du jury de la VR. Là, on attend, on aura les indications. Je crois que vous n'étiez pas là, malheureusement. Vous aurez les images. J'ai même vu un jeune homme là qui a dit, mais vous voyez déjà, donc les contextes, vous voyez déjà les contextes. Exactement. Voilà, le contexte. Donc ça se passe comme ça. Donc en fait, la durée, on ne peut pas dire trop. Non. Ça dépend de ce que vous avez déclaré. Et le jury va estimer ce que le candidat a déclaré. Si on lui donne le temps, on ne vous demande pas de... Si vous êtes très, très habile, vous pouvez finir, tant mieux. Mais si vous ne terminez pas, on va voir comment le procédé, voilà.
On va voir le procédé, comment vous allez. Parce que ce sont les experts qui sont là. Quand je prends le jury d'électricité que je commence un peu à maîtriser, vous avez vraiment les formateurs de haut niveau. Parce qu'à Kinshasa, nous avons choisi ce que nous considérons que les 4 meilleurs centres. Nous considérons. Et ce sont eux que nous avons mis. Nous avons pris les formateurs comme membres du jury. Donc vraiment, le temps, c'est relatif. Ce n'est pas fixé. Donc pour avoir son papier, son certificat maintenant, entre le moment où le jury a eu lieu et le moment où on est octroyé son certificat? Non, pour l'instant, on a les listes de tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont satisfait. Ils sont pas, je vous dire que les derniers jurys, ils sont passés 32, mais il n'y a eu que 8 qui ont pu satisfaire. Donc, c'est pour dire le sérieux qu'il y a là-bas. Il y a eu 32 récemment, il n'y a que 8, et puis nous les enregistrons. Et nous voulons délivrer les titres qui sont plus sécurisés. Parce que nous sommes en train de protéger la main-d'œuvre. Vous connaissez, avec le développement de la technologie, c'est facile, hein? Vous faites un Photoshop, un diplôme. Nous mettons beaucoup d'éléments de sécurité. Jusque-là, on n'a pas encore délivré les titres parce que nous sécurisons davantage. Mais le nombre de ceux qui ont réussi, c'est déjà connu. Okay. Et vous avez dit aussi, dans le processus d'onboarding, c'est plus un coach, un maître qui vous... Mais est-ce que moi-même, je ne peux pas passer à travers un canal pour m'enregistrer sans passer par un coach qui m'est... Non, nous avons pensé qu'il faut avoir des coachs, c'est très important. C'est même le standard. Il faut passer par un coach, parce que le coach, il vous prépare. Mais est-ce que ça n'élimine pas déjà au préalable certaines personnes? Non, au contraire, à mon humble avis, ça renforce l'organisation. Déjà, le filtrage est fait dès le départ. Le coach, déjà, il sait voir, parce qu'il a des techniques pour déceler est-ce que la personne dit vrai, est-ce que la personne dit... C'est comme ça que nous avons préféré avoir le maître, ce qu'on appelle déjà le maître. C'est mieux pour éviter, vous connaissez un peu nos mentalités, pour éviter certaines aventures de mauvais goût. C'est-à-dire, nous voulons être sûrs que les personnes qui passent au jury sont des personnes qui ont été déjà filtrées, qui ont été déjà filtrées en amont par les coachs. Je pense que c'est un verrou important pour avoir vraiment les profils tomber sur les personnes dont on a besoin, les profils recherchés, si je peux dire. Exactement. Est-ce que ça veut dire que vous avez des secteurs prioritaires pour l'instant? Oui, pour l'instant. Des secteurs qui ne demandent pas de coach. Pour l'instant. Ainsi de suite. Non, même les chauffeurs, ils auront des coachs. Je vous étonne. Ah oui? Oui, mais dans notre pays, nous avons eu une organisation de chauffeurs professionnels de camionneurs poids lourds. Et je me suis réuni avec eux hier. Même eux, ils auront des coachs. Je suis en train de dire que ce sont des personnes qui ont appris de métier. Ce sont des personnes qui sont pétries de compétences, de talents, mais qui ne l'ont pas fait dans une salle de classe, si je peux parler comme ça. Donc, il faut qu'il y ait toujours cette préparation. Parce que les coachs, l'avantage, c'est que la plupart de maîtres, et vous allez vous rendre compte qu'ils sont passés par l'école. Ils ont fait l'ISTA, ils ont fait l'IBTP, mais à leur tour, ils ont des petits à la cité, et finalement, donc l'école, c'est le maître lui-même. Vous comprenez un peu? Donc, même les chauffeurs, même eux, ils auront En tout cas, c'est un verrou incontournable. C'est un verrou incontournable. Il faut qu'il y ait cela pour préparer justement à passer les examens. Alors, un autre acteur très important dans cette chaîne de valeur, c'est l'employeur. On peut préparer ces gens, on peut leur octroyer des documents certifiants. Si les employeurs ne les reconnaissent pas, ça ne servira pas à grand-chose. Comment vous vous rassurez que ces diplômes sont reconnus sur les marchés de l'emploi? Merci beaucoup. Question pertinente. Je disais tout à l'heure, nous avons pensé pour répondre à cette problématique-là. Nous avons des organisations patronales dans notre pays. Elles sont bien limitées. Nous avons la FEC, nous avons FENAPEC, nous avons COPEMECO et nous avons l'ANEP. Ce sont des organisations patronales dans notre pays qui sont connues comme ça. Mais je pense que la plus grande organisation aujourd'hui, c'est la FEC. Et nous avons justement accordé la présidence de ces jurys-là à la FEC. C'est-à-dire le président de ces jurys-là et où sont les délégués de la FEC. Donc, eux, ils assistent. Et il y a une donnée que je n'ai pas précisée ici. En rapport avec l'emploi, vous avez raison. Nous avons l'ONEM qui va nous accompagner, mais qui nous accompagne. C'est-à-dire que dès lors que le jury est passé, la personne ou les candidats
obtient les mentions que je viens de vous dire, il satisfait totalement ou partiellement, tout ça. Ces données-là, nous, au niveau de l'inspection de la formation professionnelle, on va les transmettre directement à l'ONEP. Et trouver de l'emploi, là, ce n'est plus nous. Nous avons préparé Exactement. la personne à l'emploi. Mais un élément important, c'est-à-dire même le mécanisme là, va contribuer, n'est-ce pas, à renforcer les données de base. La base des données, n'est-ce pas, la base des données de l'Office national de l'emploi dans notre pays. Voilà, donc nous donnons les éléments. Voilà, d'ailleurs, c'est pour nous permettre, comme je disais, que les emplois réservés... Pourquoi les emplois réservés aux Congolais sont occupés par les étrangers? Mais justement parce que souvent, quand on regarde la base des données, on n'a pas les éléments. On n'a pas les éléments, mais nous pensons que nous pouvons contribuer à alimenter cette base de données-là pour que progressivement, on puisse avoir... Mais bon, il y a de ceux qui peuvent aller dans l'entrepreneuriat. Hein. Exactement. Mais il ne faut pas... L'emploi, ce n'est pas seulement... Non, c'est-à-dire que moi, je suis en train de rêver. Je profite de votre micro. Oui. Mais quand vous allez en Europe, mais pour avoir ne fût-ce qu'un plombier, mais il faut un rendez-vous. Tout à fait. Il faut un rendez-vous. Le plombier vous dit, je serai disponible dans 3 jours. Vous attendez. Un serrurier, il va vous dire, je serai disponible que demain à 17h. Pourquoi pas chez nous? Mais pourquoi ils en arrivent à ça? Mais justement, c'est parce qu'ils sont organisés. Vous allez trouver une agence qui ne gère que les plombiers, qui ne gère que les jardiniers. Tous ces mondes-là, même quand nous parlons de la VAE, c'est aussi ça, l'exutoire. Amener les gens. Pourquoi on ne peut pas avoir dans notre pays une société ou une agence qui n'est constituée que des jardiniers? Vous voulez avoir un jardinier, vous passez par son agence. On vous dit non, voilà, la première disponibilité, en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans 2 jours. Mais vous payez d'abord la caution. Oui. C'est ce qui s'est fait ailleurs. Pourquoi on peut pas? Donc nous sommes en train de penser à toutes ces questions-là. Pourquoi on ne peut pas avoir rien que des plombiers? Imaginez une maison sans plomberie. C'est quelle maison? Des fois, on ne regarde que l'électricité. Mais si on vous demande de faire le choix entre l'absence d'électricité et de plomberie, le choix est clair. Le choix est clair. Je préfère être dans le noir avoir la plomberie. Exactement. N'est-ce pas? Tout à fait. Ce sont des choses qu'on ne perçoit pas. Alors, pourquoi on ne peut pas avoir une agence constituée essentiellement des plombiers? Vous appelez la réception ou le réceptionniste. Vous dites, non, je voulais avoir un plombier. On me dit, attendez, on cherche. Venez payer. On doit arriver à ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas penser aujourd'hui que l'emploi, il faut seulement aller travailler chez CNCS, il faut seulement aller travailler dans le mining, il faut seulement... Non. Voilà pourquoi nous avons eu la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. C'est-à-dire ouvrir, je vous ai dit ici que la volonté du président de la République est de transformer les circonscriptions électorales en circonscriptions entrepreneuriales. Ce sont des projets comme ça qu'on peut avoir. Voilà, c'est notre modeste contribution dans cette vaste vision du président de la République. C'est notre modeste contribution. Mais comment vous vous rassurez? Parce qu'un des gros employeurs aussi, ce sont des entreprises étrangères. Comment vous rassurez que ces entreprises aussi reconnaissent ces documents? Parce que je pense que c'est là aussi que nous rencontrons souvent des défis, c'est que ces entreprises souvent viennent avec soit leur propre profil. Est-ce qu'il y a de lois qui les bloquent sur certains métiers? Parce que je sais, vous l'avez dit, qu'il y a la loi déjà impose un certain nombre de métiers. Est-ce que c'est clair quel type de métier ou on le laisse un peu à la merci des décisions? Non. Les métiers réservés exclusivement, les emplois réservés exclusivement aux Congolais, c'est connu, c'est fixé dans un décret. Mais il y a aussi des dérogations que l'État accorde de temps à autre lorsqu'on pense qu'il n'y a pas... je ne partage pas trop ces points de vue-là. Lorsqu'on pense qu'il n'y a pas le profil congolais pour occuper, il y a des dérogations que l'État accorde de temps à autre. Mais pour revenir à la... Voilà pourquoi nous avons dit que nous avons la FEC avec nous dans les jurys. Et dernièrement, j'ai eu une réunion avec quelques délégués de la FEC. Justement, il y a une grande sensibilisation qui a déjà commencé au niveau de leur corporation, justement pour reconnaître cet organisme. Ce n'est pas un outil nouveau, j'ai dit, ça existe déjà, mais on vient de mettre ça en œuvre. Et donc, dès lors que les bases sont fondées par le texte réglementaire, je ne vois pas pourquoi les gens viendraient à douter.
moi qui ai la mauvaise foi quelque part. Parlons de la vision. C'est quoi la vision de ce projet dans les 12 prochains mois? Non, dans les 12 prochains mois, nous prions, merci, pour que nous puissions vraiment étendre ça dans toutes les provinces. Mais nous, notre travail, c'est de préparer la main-d'œuvre, c'est de le reverser. De reverser chez l'ONEM. Nous ne sommes pas là pour faire engager les gens. Exactement. Nous sommes là pour préparer la main-d'œuvre. Mais notre vraiment vision, comme vous l'avez dit, c'est de préparer, mais surtout pour les grands projets. Et là, je peux faire une petite nuance, même si nous ne sommes pas là pour faire engager les gens, mais il y a quelques grands projets qui nous ont déjà saisis pour préparer cette main-d'œuvre-là et ils attendent. Par exemple, il y a le projet Grand Yinga. Nous sommes vraiment en étroite collaboration avec son DG, M. Bob Mabiala. Oui. Il nous a vraiment décrit, chaque fois qu'il organise, il nous le rappelle. Et l'extension de la ville de Kinshasa nous a écrit avec des métiers bien ciblés pour que nous puissions rapidement faire ces choses-là. Et il y a quelques jours, j'ai reçu la délégation de l'ambassade britannique qui est venue pour qu'on échange sur le métier autour de grands projets de corridor de l'hôpital. Voilà un peu rapidement. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de projets qui se développent où nous sommes associés justement pour anticiper sur la question de la main. Donc nous sommes sur un double levier, un levier où on doit effectivement construire des grands centres de formation professionnelle, des centres modernes, mais aussi prendre l'existant et le valoriser. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est quand même quelques exceptions, mais du moins, c'est qu'on est en train de faire, c'est un peu cela. Monsieur le ministre, vous avez en face de vous un Congolais qui a 10 ans d'expérience et qui n'a pas de diplôme. On est en train de chuter. Qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis de vite courir au ministère de la formation professionnelle. Il va trouver les inspecteurs. Il y a l'inspecteur général adjoint chargé des évaluations avec toute son équipe qui va lui indiquer. Il peut passer directement, même s'il y a des coachs, il peut passer directement, mais on va les renvoyer vers le code. Il peut déjà passer rapidement, s'inscrire comme les autres l'ont déjà fait pour passer son jury. Et vous imaginez le bonheur d'avoir ne fût-ce qu'un papier, même si on ne travaille pas. Même si on ne travaille pas. Le fait seulement de dire j'ai une licence en économie, j'ai une licence en droit, maintenant j'ai mon attestation en mécanique. Le fait, j'ai les images, je vais vous les envoyer. Quand on a lancé ça, mais il faut voir, on a fait une enquête, je crois, sur Kassavubu, Ngiringiri. Excusez-moi, je vais quand même citer faire une citation directe de ce qu'il dit. Abi omoni to kendaka na ba chantier wana. Bato wana ta mususu bazana bango fufu. Mais balega biso ka po bango bayaka na ba papier. Prenez un peu cet homme, il y en a combien? Donc c'est ça même là. Au-delà de l'emploi, c'est même la valorisation finalement de l'homme lui-même. La valorisation de métier du Congolais. Je comprends qu'on est en train d'atterrir. Je vais pas te poser une question, je peux pas te poser, je vais illustrer. Oui. Je suis un ancien ministre des Transports. Aujourd'hui, quand vous prenez, comme vous avez dit, un citoyen lambda, il dit, mais pourquoi la SNCC, pourquoi l'ONATRA, pourquoi ils ont des problèmes? On va vous dire, non, c'est ça, non? Peut-être que ce n'est pas ça le problème. Les deux structures que je viens de citer là, les deux sociétés, ce sont des sociétés qui exigent des corps de métier. Ce sont des sociétés des corps de métier. Aujourd'hui, il y en a combien qui sont qualifiés et compétents? Aujourd'hui, il y en a combien? Il y en a combien? Quand j'étais au transport, nous avons acheté beaucoup de véhicules là pour la SNCC, des porte-containers, tout ça. Mais combien de machinistes? On était en train de le faire. Je félicite d'ailleurs en passant le DG qui est en train de recruter ces gens-là, de les former. Et nous avons même agréé les centres de la SNCC, tout ça, et quelques sociétés, nous les avons agréés. Il est en train de les former. Ça dit que nous avons des sociétés qui n'ont que des corps de métier. Nous avons les bateaux ici, ITB, Gungu, qui sont là. On va vous dire c'est en panne, oui. Mais quand c'est en panne, il doit y avoir quelqu'un qui doit réparer. Ils sont où? Il faut aller les chercher, je ne sais pas moi, en Chine, en Turquie. Les Congolais sont là. Donc, nous avons des structures comme ça.
faute de ces corps de métier, ont du mal à fonctionner. Mais pour les communs de mortels, c'est le DG qui a volé, c'est le PCA qui a... C'est ça. Et pourtant, le vrai problème, c'est les corps de métier qui font défaut. Aujourd'hui, j'en parlais avec mon aîné Jean-Pierre Bemba. Les naufrages dans le fleuve Congo. Naufrages à gauche, naufrages à droite. Les gens vont dire non, mais ce sont les baleiniers en bois. Les baleiniers en bois n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème parce que ça existe dans d'autres. Même en Chine, moi, j'ai vu les baleiniers en bois. Mais c'est la personne qui est là, qui on a remis là. Elle est formée où? Voilà. Souvent, vous allez voir, c'est un ancien piroguier. Il se transforme en capitaine de bateau. Comme ça. Et puis, résultat, vous avez des naufrages. Les corps de métier. Les corps, j'espère que vous me comprenez, les corps de métier. Voilà pourquoi nous avons pris la résolution. Même ces gens-là, ces ex-piroguiers qui se sont transformés, mais il y en a de ceux qui sont bien. Il faut leur apprendre. Nous avons un grand centre ici à Kinshasa, un centre de navigation au métier fluvial. Peut-être que vous ne le savez pas. Non. Mais voilà, il y en a ici à Kinshasa. Mais le Congolais lui-même n'y va pas. Et nous sommes en train de tisser les partenariats avec ces centres-là pour y ramener les Congolais. Les Congolais n'y vont pas. Si vous allez là-bas, vous allez trouver les Congolais de Brazzaville, vous allez trouver les Centrafricains, les Camerounais, les Béninois. Ah oui? Ils sont là. Ils sont là, logés, avec un internat. Ils sont là. Mais nous-mêmes, les Congolais, nous n'y allons pas. Comment est-ce que nous allons améliorer la navigation fluviale de notre pays? Exactement. C'est toujours les corps de métier. Même pour baliser le fleuve, là, balisage. C'est-à-dire, vous pouvez vous-même rester, commencer à multiplier les exemples. Vous allez voir que dans notre pays, mon cher ami, quand on te dit Japon, vous pensez à quoi? Japon, on pense à la technologie. Mais voilà. Voilà. Quand on te dit cette voiture-là est de tel pays, je ne vais pas citer, et l'autre pays-là, elle est japonaise. Si tu es au Congo, on prend quoi? Au japonais. Parce qu'on est sûr de la fiabilité. Et mais qui sont derrière ces gens-là? Ce sont les hommes de métier, les techniciens, la technologie. Nous devons aller là-bas. Et voilà le grand défi, mon grand rêve. Mon grand rêve, comme ministre de la formation professionnelle, je ne suis pas en train de dire que je suis là à 8 ans éternels. Non, je suis en train de dire que c'est le cap que le pays doit prendre pour valoriser les hommes de métier. Les hommes de métier. Quand vous allez par exemple à Bruxelles ou à Paris, quand vous voyez le fleur sur le boulevard, de part et d'autre, vous êtes heureux. Tout à fait. Est-ce qu'ici, nos paysagistes ne peuvent pas faire ça? On en a. Ils le font. Hein? Ils le font. Mais justement, j'ai dit. Et souvent, même quand ils vont là-bas, c'est eux qui le font. Mais justement, j'ai dit. Donc, nous devons le valoriser ici. Donc, c'est vraiment un contexte qui prend l'intégralité. Hein? Qui prend vraiment l'intégralité de l'homme. Valoriser l'homme comme être, favoriser l'inclusion sociale, améliorer les conditions d'emploi. Quand on dit conditions, ça a une incidence sur les salaires, et puis une fierté individuelle. Et puis, au finish, c'est le développement du pays. Parce que c'est nous-mêmes, nous contribuons à la création de l'économie. Chez nous, on dit un levier, le capital humain, les leviers du développement économique d'un pays. Ce sont ces gens-là qui font l'économie. C'est eux qui font l'économie. Monsieur le ministre, quand on comprend maintenant votre mission, on comprend en fait que la formation professionnelle est un peu au centre du développement, de ce qu'on recherche en réalité. Vous avez tout dit. Regardez, par exemple, je suis heureux. Il y a une société privée que vous devez connaître, MGT à Matadi, qui vient de lancer une académie de métiers portuaires dans la province du Congo central. Et moi, j'ai toujours considéré comme une province logistique. Vous avez le port en eau profonde là-bas. Vous avez le port fluvial de Banana. Vous avez le port maritime de Matadi. Vous avez le chemin de fer reliant Kinshasa-Matadi. Vous avez la nationale numéro 1. Et je suis déjà en train de négocier pour qu'ils puissent étendre. Parce qu'ils sont vraiment dans le métier portuaire, je comprends, mais je suis en train de voir avec eux comment ils peuvent ouvrir dans ce que je viens de vous dire. Vous imaginez comment ça va contribuer au développement du coin? Comment ça va... Vous imaginez? Ici à Kinshasa, nous avons lancé une académie de métiers de cinéma. Ici à Kinshasa. Ah oui. Mais voilà.
Il y en a plein. Il y en a plein. Nous sommes en train d'ouvrir une académie de métiers de métiers aéroportuaires, l'aviation civile. Donc, il faut valoriser. Il faut professionnaliser le métier. Et c'est ça le cap que nous pensons donner au ministère. Mais on va y aller. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on va y arriver. Étape par étape. Voilà pourquoi nous avons même ratifié la Convention internationale, la Convention de l'UNESCO sur l'enseignement technique et la formation professionnelle, justement pour donner des outils à notre pays. Nous sommes en train d'organiser le ministère pour avoir les formateurs professionnels. Nous avons ouvert un registre des formateurs. Nous avons créé l'annuaire de métiers qui sont nécessaires pour développer le Congo dans chaque Congo. Et nous avons, qu'est-ce qu'on a encore fait là? On a fait beaucoup de choses là. Voilà. On est dans les registres des établissements. Nous devons connaître chaque établissement se trouve où, qu'est-ce qu'il fait, pour que nous, comme gouvernement, nous puissions dire, même voilà, dans votre, là où vous êtes là, parmi vos filières, vous devez ajouter ça. Voilà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. La tendance, c'est celle-là. Mais je dis qu'il faut beaucoup d'investissements et moi, je suis très confiant avec le vaste programme de construction de centres, avec les gouvernements, qui sont les dossiers qui sont déjà très avancés. On va y arriver. Et surtout que nous avons aussi des partenaires qui ont ouvert. Est-ce que vous savez que dans notre pays, nous avons par exemple des centres où les jeunes gens apprennent l'informatique de A à Z et ils sont recrutés directement chez Google, chez Amazon? Est-ce que vous le savez? Ici, chez nous. Il y en a chez nous ici. Ici à Kinshasa. Il y en a. Et ce sont ces centres-là qu'on a pu côtoyer, qui travaillent avec. Ils sont là. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes gens, dames et filles et garçons, qui terminent leur formation ici, en hôtellerie, immédiatement ils sont recrutés en France, en Italie, et est-ce que vous le savez? Je vous l'ai dit, ça existe. C'est une bonne information. Ah mais voilà, ça dit que ce sont des centres sérieux. Je vous le dis comme ministre de la formation, je ne veux pas faire leur publicité ici, mais ils existent. C'est des choses sur lesquelles on veut mettre la lumière, parce que c'est, mais voilà, c'est aussi bien que ça existe. Donc voilà pourquoi j'ai dit il faut changer la perception sur les hommes de métier. Et les hommes de métier ne sont pas des sous-hommes. Ce sont eux qui font l'économie. Ce sont eux qui font le développement. Imaginez, vous allez dans un hôtel et vous n'avez pas les services que vous cherchez. Mais vous sortez de sitôt. C'est chaotique. N'est-ce pas? Tout à fait. Et des fois, vous dites, mais non, mais il n'y a pas, le service n'est pas bien rendu, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais nous les avons ici, nous avons des centres. Un des meilleurs centres. Ici, je vois dans ces domaines qu'on appelle Horeca. Hôtellerie, restauration, cafétéria. On appelle ça Horeca. Mais si je tourne rapidement ma tête, nous avons 2 meilleurs centres africains dans notre pays ici. On en a ici. Ah oui? 2. Et je me suis rendu sur quand j'ai dit la formation professionnelle, ça ne signifie pas que les personnes qui ne sont pas intelligentes, ça ne signifie pas les personnes qui n'ont pas pu décrocher. Non, c'est faux tout ça. Il faut changer ces paradigmes. Moi, je suis allé, je peux citer les centre Kimbondo. J'ai trouvé des jeunes filles licenciées en droit qui se sont reconverties en hôtellerie. Je lui ai posé la question, pourquoi tu as fait ça? Il dit, papa, l'hôtellerie, c'est ma passion. Ça veut dire que nous-mêmes, nous désorientons des fois nos enfants. Ça, c'était notre débat. Et donc, le métier, il ne faut pas voir ça sous le prisme de... Non, il y a aussi l'aspect reconversion professionnelle. Exactement. Je suis allé visiter un centre, je peux citer Saint-Joseph, ici au Rond-Point-Gab, un des meilleurs centres. D'ailleurs, c'est là que se déroulent les jurys de l'électricité. Mais j'ai trouvé un papa qui est encore fort, qui venait d'être renvoyé en retraite. Il s'est reconverti. Il fait le froid. Mais ils sont là. Donc, dans la formation professionnelle, il faut aussi avoir l'aspect reconversion professionnelle. Ils sont là. Plein, je les rencontre tous les jours. Mais chez nous, quand on présente la formation professionnelle, moi, je suis choqué. Quand on vient dire non, on voulait faire pour les enfants qui sont... Donc, la formation professionnelle pour les gens qui sont abandonnés. Mais ça, c'est une mauvaise perception des choses. Exactement. C'est malheureusement la perception qu'on a ici. Exactement. Et pourtant, mon plus grand défi, finalement, c'est en un mot de valoriser la formation professionnelle dans tous ces contours, avec les centres,
moderne, avec les formateurs de très haut niveau, avec les contenus de très haut niveau, avec des besoins qui correspondent au développement du pays, et finalement valoriser l'homme dans son ensemble, et surtout l'aspect de conversion professionnelle. J'ai discuté avec le VPM Liao, pour ne pas le citer. Aujourd'hui, la loi sur la fonction publique permet d'avoir les... Et Liao me dit, le VPM me dit, nous devons tout faire pour assainir la ville ici. Nous devons avoir les jardiniers fonctionnaires. Est-ce qu'un jardinier ne peut pas être fonctionnaire? Payé par l'État. Voilà des choses qu'on est en train d'ouvrir. Et c'est ça, moi j'appelle la valorisation. Nous sommes dans la valorisation des acquis d'expérience comme métier, mais moi j'ai dit il faut valoriser le métier. Parce que le métier, la dignité de l'homme de métier a connu une décadence depuis les années 90. Aujourd'hui, il faut remonter, valoriser. Et Dieu merci, nous avons le président qui nous conduit dans ça et la première ministre qui n'insiste que sur ça. J'espère qu'on va y arriver, Son Excellence. Une dernière question. Nous avons un rituel à la fin de notre podcast, c'est de demander à l'invité quelle est cette question que vous auriez voulu que je vous pose, que je n'ai pas posée, et quelle serait la réponse? Quelle est cette question qu'on a voulu qu'on me pose, qu'on n'a pas posée? Quelle peut-être vous attendiez et que finalement je ne l'ai pas posée? Quelle serait la réponse à cette question? Pourquoi autant de remous ces derniers temps au ministère de la formation professionnelle avec les gens qui réclament 76 mois pour les uns, 72 mois d'impaiement? C'est la question à laquelle je m'attendais que vous n'avez pas posée. Et maintenant que je la pose à travers votre voix, alors, quelle est la réponse? Cela est dû justement à la mauvaise orientation que le ministère a pris dès le départ, à la transplantation de la gestion du ministère de l'EPSP, ministère de la formation professionnelle. On a accordé les documents qu'on appelle mandat de gestion, qui du reste ne figure. Cette expression-là ne figure dans aucun texte de la loi dans notre pays. Et on a laissé le champ libre aux coordonnateurs, aux représentants légaux, aux chefs d'établissement, de recruter les gens à leur guise. Et même quand la norme a été fixée, ils ont dépassé la norme 3 fois, 4 fois, 5 fois plus. Et pire encore, on a agréé les centres qui n'existaient pas. Je m'explique. Quelqu'un vient, il dit, voilà, moi, je vais construire les centres à Kasumbalesa, à Basankusu, à Bongandanga, à Kabe, à Kamwanga, à Chilenge, à que sais-je encore. Les centres qui ne sont pas encore créés, qui sont dans la pensée. On les a agréés. Alors, comme ils ont la liberté de recruter, sans contrôle, sans demande du gouvernement, même ces centres-là qui n'existaient pas, on a déjà recruté les personnels. Et on prend tous ces personnels, on les renvoie au ministère, on dit le ministère, payez-nous ces gens. Ce phénomène-là est parti de 2023. 2023 à ce jour. Et Dieu merci pour moi, depuis mon accession, je n'ai signé aucun mandat de gestion. Depuis mon accession. Au moment où je vous parle, je vous donne les chiffres provisoires. On a 27 500 centres, 10 centres. 27 510. Avec comme nombre d'agents 811 309. Ça veut dire que cet effectif-là dépasse l'effectif du régime général de la fonction publique qui est à peine 240 000. Et la masse salariale va faire 4 000 milliards annuels. 4 000 milliards et quelques. Justement parce qu'on n'a pas encadré cela. Et nous avons, dès notre accession, nous avons dit qu'il faut mettre de l'ordre. Et tous ces mouvements-là, c'est dit tout simplement au fait que nous avons décidé de mettre de l'ordre. Nous avons décidé de payer les gens qui doivent être réellement payés. Nous avons décidé de prendre en compte des centres qui existaient réellement. Mon cher ami, je donne toujours un exemple en disant à Kinshasa, s'il faut compter les écoles qu'on peut considérer comme les plus prestigieuses. On ne dépasse pas 30.
Mais un individu, excusez-moi, va vous dire que j'ai 800 centres. 800 800. Voilà un peu, donc, c'est un peu ça. Donc, nous sommes en train de mettre de l'ordre et je suis content parce que pour mettre de l'ordre, j'ai demandé aux promoteurs des centres de s'organiser en corporation pour asseoir un dialogue social. Et maintenant, ça passe. Maintenant, on peut... Quand je suis arrivé, il était impossible de dialoguer. Il n'y avait pas de salle. Parce qu'il venait 2000, 3000, 4000, vous allez parler avec qui? Maintenant, nous avons mis en place un cadre de dialogue qui évolue très bien, où les échanges sont sincères. Sincères, vraiment de tout cœur, sincères. Je remercie les responsables des 5 corporations qui existaient déjà. Et là, nous avons entamé un dialogue qui va nous amener à trouver les réponses. Mais dans l'entretemps, l'État tient quand même ses promesses. Et même ceux qui vont suivre savent ce que j'ai dit. Tout à fait. Tient ses promesses. Et ben, quand je suis arrivé dans ces ministères-là, j'ai trouvé sur l'ensemble des personnels de ces centres-là 164 agents seulement. 164. 164 agents payés. Mais avec les efforts que nous sommes en train de fournir, tout en assainissant, Dieu aidant, je crois qu'on va passer déjà à plus de 3164. Voilà. Donc, ce ne sont que des allégations de mauvais foi. Nous voulons mettre de l'ordre. On est contre personne. Voilà. Monsieur le ministre, le défi est énorme, mais la mission est encore plus immense. Donc, nous, jeunes travailleurs, employeurs ou employés, comptons sur vous. Et donc, pour nous, il ne nous reste qu'à vous souhaiter bon ministère, bon mandat, et vous remercier pour votre disponibilité. Non, mais c'est moi qui vous remercie de l'agréable surprise que vous m'avez faite. J'ai décidé de quitter mon bureau, n'est-ce pas? Pour répondre à votre... Peut-être que vous n'y croyez pas. Mais j'ai décidé de quitter mon bureau parce que là, vous êtes en plein entrepreneuriat. Comme moi, je fais partie de ceux qui prônent l'entrepreneuriat. Je ne veux que vous encourager et je sais que c'est le début. Et je vois en vous les talents pour arriver plus loin possible. Et aussi longtemps que vous aurez besoin de nous, comptez sur nous. Mais je profite aussi pour que de votre micro, vous continuez à relayer le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et le message de la Première ministre, Maman Judith Soumina, consistant en encourageant les jeunes vers l'entrepreneuriat et surtout le concours national des plans d'affaires simplifiés qui va changer les données dans notre pays. Il y a plusieurs dispositions qui sont... Peut-être il faudrait une émission spéciale pour aborder cette question-là. Mais relayer déjà ces messages-là, préparer les jeunes. Il y aura ces concours-là dans toutes les circonscriptions. Mais bien entendu, on va aller progressivement par l'espace géographique de notre pays. Donc, vous êtes, pour moi, sorti de ce forum-là, de la table ronde, au moment où je suis en train de poursuivre, voir comment exécuter avec mes collègues, le ministre de la PME, le ministre de l'Emploi, la ministre de la Jeunesse, la ministre des gens, familles et enfants, la ministre chargée des personnes vivant avec handicap, le ministre délégué à la diaspora, le Congolais de l'étranger, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. C'est un peu le noyau qui suit ces dossiers, mais c'est l'affaire de tous les ministères, de tous les gouvernements, mais c'est un peu le noyau qui suit ça. Donc, à leur nom, je vous demanderai vraiment de relayer le message. Et je suis venu là parce que je suis vraiment devant un futur millionnaire. Parce que le président, c'est son défi aussi. Exactement. Devant un futur millionnaire. Cette chaîne, moi, je la vois autrement. Croyez-moi, je sais que vous êtes pétri de talents. Merci. Et aussi, la raison du chômage, des fois, c'est les gens ne savent pas identifier leurs talents. Exactement. Des fois. Voilà. Des fois, je suis en train de me battre. Un exemple que j'ai trouvé en Chine. En Chine, ils ont un service de détection des talents dès le bas âge. Ici, des fois, nous faisons les études pour plaire aux parents. Papa était juriste, il veut avoir un enfant juriste. Voilà. Donc, vous étouffez même les talents de l'enfant. Voilà. Donc, je suis venu pour honorer l'entrepreneur que vous êtes et vous dire que pour moi, je sais qu'il y en a plein, je lance le message, mais ce que je viens, pour moi, si vous êtes un des modèles dans votre secteur, dans votre domaine, je suis venu pour honorer l'entrepreneuriat des jeunes. C'est avec plaisir, monsieur le ministre. Merci. Merci infiniment. OK, merci. Merci, monsieur le ministre.